Tu veux la paix. Et pourtant, sans t'en rendre compte, chaque chose que tu fais pour l'atteindre crée un peu plus de tension à l'intérieur. Tu réfléchis, tu ajustes, tu cherches à comprendre ce qui ne va pas. Et plus tu fais, plus quelque chose se contracte. Ce n'est pas parce que tu t'y prends mal, c'est parce que la paix ne fonctionne pas comme un objectif à atteindre. Elle ne vient pas quand tu ajoutes quelque chose. Elle commence souvent quand tu cesses d'agir contre toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi vouloir aller mieux peut parfois t'éloigner exactement de ce que tu cherches. Et si tu ressens déjà cette fatigue silencieuse à l'intérieur, reste ici. Le plus important n'est pas ce que tu dois faire, mais ce que tu peux enfin laisser tomber. Si ce que tu ressens là te parle, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une faiblesse ni un manque de volonté. Il y a une raison précise pour laquelle vouloir la paix finit souvent par créer l'inverse. Et cette raison ne se trouve pas dans ce que tu fais, mais dans la manière dont ton esprit a appris à chercher la sécurité. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à quelque chose de très simple, la façon dont le cerveau réagit quand il perçoit une menace, même silencieuse. Commençons par là. Quand tu cherches la paix, ton esprit fait quelque chose de très précis. Il observe, il compare, il évalue ce qui ne va pas encore, et sans le vouloir, il entre en mode correction. Ce mode est utile pour résoudre un problème extérieur, mais appliqué à l'intérieur, il crée une tension constante. Dès que tu veux aller mieux, une partie de toi conclut qu'il y a quelque chose qui ne va pas maintenant. Et cette conclusion suffit à maintenir l'agitation. Le cerveau ne fait pas la différence entre une menace réelle et une tension intérieure prolongée. Chercher la paix devient alors un signal paradoxal. Si je dois la chercher, c'est que je ne suis pas en sécurité. C'est ainsi que le calme se transforme en objectif et qu'un objectif intérieur déclenche automatiquement de la pression. Plus tu observes ton état, plus tu le juges. Plus tu le juges, plus tu essaies de le modifier. Et plus tu essaies de le modifier, plus le système intérieur reste en vigilance. Ce mécanisme est discret. Il ne fait pas de bruit. Mais il empêche toute détente profonde. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes font tout ce qu'il faut pour se calmer et ressentent pourtant une fatigue mentale persistante. Ce n'est pas parce qu'elles échouent, c'est parce que la paix intérieure ne répond pas à une logique d'effort. Elle ne se produit pas quand tu la poursuis. Elle commence quand la poursuite s'arrête. Et pour comprendre pourquoi ce réflexe est si profondément ancré, il faut regarder comment l'esprit associe sécurité, contrôle et relâchement. Lorsque tu veux la paix, ton réflexe n'est pas de te relâcher. Ton réflexe est de contrôler. Contrôler tes pensées, contrôler tes émotions, contrôler ton état intérieur. Ce contrôle ne vient pas d'un excès d'ego. Il vient d'une peur plus simple. Si je lâche, quelque chose de mauvais peut arriver. Le problème, c'est que le contrôle intérieur maintient exactement ce que tu cherches à apaiser. Le cerveau interprète le contrôle comme un signal d'urgence. S'il y a quelque chose à surveiller, c'est qu'il y a un danger potentiel. Plus tu surveilles ton état, plus tu confirmes au système nerveux qu'il n'est pas encore en sécurité. Et tant que cette sécurité n'est pas ressentie, le relâchement est impossible. C'est pour cela que beaucoup de personnes disent « Je n'arrive pas à lâcher prise, je n'arrive pas à me détendre, mon mental ne s'arrête jamais ». Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un excès de vigilance intérieure. Le contrôle fatigue parce qu'il demande une présence constante. Il n'y a jamais de fin, jamais de moment où l'on peut dire « c'est bon, je peux me poser ». Plus tu essaies de maintenir un état intérieur précis, plus tu renforces l'idée que cet état est fragile. Et ce qui est fragile doit être surveillé. Le calme ne s'installe pas dans un esprit qui surveille. Il s'installe quand la surveillance cesse d'être nécessaire. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que le relâchement est quelque chose à provoquer, alors qu'il apparaît quand le contrôle perd sa raison d'être. Pour comprendre pourquoi ce contrôle est devenu automatique, il faut maintenant regarder comment l'esprit associe sécurité, valeurs personnelles
et peur de perdre l'équilibre intérieur. Beaucoup de personnes cherchent le calme en essayant de faire taire leur mental. Elles veulent moins penser, elles veulent arrêter le flux, elles veulent enfin du silence intérieur. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que vouloir faire taire le mental lui donne encore plus d'importance. Le mental ne se nourrit pas seulement de pensées, il se nourrit surtout de l'attention que tu lui portes. Chaque fois que tu observes une pensée pour vérifier si elle est encore là, tu la renforces. Chaque fois que tu juges ton agitation intérieure, tu ajoutes une couche supplémentaire de tension. Le cerveau comprend une chose très simple. Si tu surveilles quelque chose, c'est que c'est important. Alors il continue. C'est pour cela que les pensées deviennent souvent plus envahissantes précisément quand tu veux t'en débarrasser. Ce n'est pas un échec, c'est un mécanisme normal. Un mental qui tourne sans arrêt n'est pas un mental défaillant. C'est un mental qui n'a jamais reçu le signal qu'il pouvait s'arrêter. Tant que tu cherches à le contrôler, à le calmer, à le réduire, tu confirmes qu'il y a quelque chose à surveiller. Et tant qu'il y a quelque chose à surveiller, le repos est impossible. Le silence intérieur n'apparaît pas quand le mental disparaît. Il apparaît quand le mental cesse d'être un problème. C'est un basculement subtil, mais fondamental. Le calme n'est pas l'absence de pensée. Le calme est l'absence de lutte contre ce qui apparaît. Et tant que la lutte est là, même discrète, la fatigue mentale continue. Pour aller plus loin, il faut maintenant regarder pourquoi cette lutte intérieure est devenue si automatique et ce qu'elle protège réellement. À ce stade, il devient clair que le problème n'est pas le manque de calme. Le problème, c'est la lutte permanente contre ce qui est déjà là. Lutter contre soi ne ressemble pas toujours à un conflit visible. C'est souvent discret. Une résistance silencieuse, une correction intérieure constante. Vouloir être différent de ce que l'on ressent, vouloir calmer ce qui est agité, vouloir supprimer ce qui dérange. Cette lutte fatigue parce qu'elle ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, seulement une surveillance continue de son propre état intérieur. Le corps, lui, comprend une chose simple. Si je lutte contre moi, c'est que je ne suis pas en sécurité avec ce que je ressens. Et quand cette insécurité s'installe, le repos devient impossible. C'est pour cela que même dans le silence, même sans pensée précise, il reste une tension de fond. Une fatigue qui ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu refuses intérieurement. L'épuisement émotionnel ne vient pas toujours de l'extérieur. Il vient souvent d'une opposition intérieure prolongée. Tant que cette opposition existe, le système nerveux reste actif. Pas en alerte aiguë, mais en vigilance chronique. Et une vigilance chronique use lentement. Le repos mental n'apparaît pas quand tout est enfin calme. Il apparaît quand la lutte cesse d'être nécessaire. Pour comprendre pourquoi cette lutte est devenue automatique, il faut maintenant regarder ce que l'esprit cherche vraiment à protéger en contrôlant et en résistant. À un niveau plus profond, tout ce que nous avons vu jusqu'ici converge vers une seule chose, le besoin de se protéger. L'esprit cherche la paix, non pas pour être libre, mais pour se sentir en sécurité. Et c'est là que le paradoxe commence. Plus tu cherches à te protéger intérieurement, plus tu confirmes qu'il y a un danger. Le système nerveux comprend ce message avant même que tu y mettes des mots. Si je dois me protéger, c'est que quelque chose peut me menacer. Alors il se contracte, il anticipe, il se ferme légèrement. Cette fermeture est subtile, mais elle suffit à créer une sensation d'insécurité diffuse. Beaucoup de personnes vivent ainsi sans jamais identifier la cause réelle. Elles pensent manquer de confiance, de stabilité ou de force intérieure. En réalité, elles sont simplement en posture défensive permanente. Cette posture ne vient pas d'un traumatisme visible. Elle vient d'une habitude, vouloir contrôler ce qui est ressenti pour éviter de souffrir. Mais ce contrôle, censé rassurer, empêche l'apaisement. Parce que la sécurité intérieure ne se construit pas en surveillant chaque sensation. Elle apparaît quand l'esprit cesse de se comporter comme s'il y avait quelque chose à éviter. Tant que l'intérieur est vécu comme un territoire à risque,
le calme reste fragile. Et tant que le calme est fragile, il ne peut jamais durer. Pour comprendre comment cette posture défensive a pu s'installer si profondément, il faut maintenant regarder comment l'esprit a appris à associer vigilance et survie. À force de vouloir se calmer, se protéger, se contrôler, quelque chose s'installe durablement, la vigilance intérieure. Cette vigilance n'est plus consciente, elle devient automatique. Le cerveau apprend une règle simple: rester attentif à l'intérieur évite les mauvaises surprises. Ce n'est plus une décision, c'est un réflexe de survie. Le système nerveux n'analyse pas si cette vigilance est utile ou non, il constate seulement qu'elle est répétée. Et ce qui est répété devient normal. C'est ainsi que s'installe le stress chronique. Pas un stress intense, mais un fond permanent d'activation. Le corps ne se sent jamais totalement en sécurité, il reste prêt, en veille. Cette veille intérieure empêche l'accès à un relâchement profond. Même dans le repos, même dans le silence, quelque chose reste actif. Beaucoup décrivent cela comme une tension de fond, une fatigue sans cause claire, un mental qui ne s'éteint jamais complètement. Ce n'est pas un défaut, c'est un conditionnement. Un conditionnement né d'une intention positive, éviter de souffrir. Mais ce qui protégeait au départ devient maintenant ce qui empêche la paix. Tant que cette vigilance est perçue comme nécessaire, elle ne peut pas se relâcher. Le cerveau ne lâche jamais ce qu'il croit vital. Et c'est ici que tout peut basculer. Non pas par un effort supplémentaire, mais par une compréhension très précise de ce qui permet enfin au système de désactiver l'alerte. Le système nerveux ne se détend pas parce que tu lui demandes de se détendre. Il se détend quand il n'a plus de raison de rester en alerte. Et cette raison n'est pas extérieure, elle est intérieure. Tant qu'une partie de toi pense qu'il faut surveiller, corriger, ajuster ce que tu ressens, l'alerte reste active. Le relâchement commence quand cette surveillance cesse d'être nécessaire. Pas parce que tu l'arrêtes volontairement, mais parce que l'esprit comprend quelque chose de fondamental. Ce qui est là maintenant n'est pas dangereux. Cette compréhension n'est pas une pensée, c'est un signal très simple que le corps reconnaît immédiatement. À partir de là, il n'y a rien à faire, rien à provoquer, rien à maintenir. Le calme n'est pas créé, il est autorisé. Ce moment est souvent discret, pas spectaculaire, mais profondément réparateur. Beaucoup passent à côté parce qu'ils attendent une sensation forte, un changement radical. Or, le relâchement réel ressemble plutôt à l'arrêt d'un bruit de fond que tu avais fini par oublier. Ce n'est pas l'apparition du calme qui est nouvelle, c'est l'absence de résistance. Et quand cette absence devient familière, quelque chose d'encore plus profond peut se réorganiser. La relation que tu entretiens avec le contrôle lui-même. Quand le contrôle se relâche, il ne se passe rien d'extraordinaire. Et c'est justement pour cela que c'est réel. Il n'y a pas de victoire, pas de sentiment d'accomplissement, seulement une absence. L'absence de cette tension qui accompagnait chaque instant. L'équilibre intérieur n'est pas quelque chose que l'on construit. Il se réorganise quand on cesse de le déranger. Comme un corps qui retrouve sa respiration naturelle quand on arrête de la contrôler. À ce stade, la paix n'est plus recherchée. Elle n'est même plus remarquée. Elle est là parce qu'il n'y a plus rien qui s'y oppose. Ce n'est pas une fin, c'est un retour. Un retour à un état simple que tu n'avais jamais vraiment perdu. Et si quelque chose s'agite encore parfois, ce n'est plus un problème à résoudre. C'est un mouvement qui peut exister sans être corrigé. Le calme durable ne vient pas quand tout est enfin stable. Il vient quand la stabilité n'est plus exigée.